Bonjour mes amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce canal et je vous remercie de votre fidélité. Ce canal parle d'aviation mais pas seulement. En réalité, derrière ce discours aéronautique, il y a l'analyse de cette interface entre l'humain et la machine. Tout ce dont je vous parle, tous ces accidents, tous ces incidents qui sont couverts dans ces vidéos, peuvent arriver en fait sous une autre forme à toute personne qui travaille avec une machine. Et donc je vous remercie énormément de l'intérêt que vous portez à ces vidéos. Et je pense que ceux qui les regardent peuvent dans une certaine mesure, en tout cas je l'espère, je ne connais pas le taux d'efficacité, peuvent être en tout cas vaccinés contre un certain nombre de travers qui peuvent déboucher sur des tragédies. En tout cas, revenons à nos avions. Et vous savez, sans surprise, le meilleur siège dans un avion est le siège du pilote. C'est les sièges qui se trouvent dans le cockpit. Cet endroit est extrêmement confortable. Le pilote peut contrôler son avion avec plein d'équipements, plein d'instruments qui obéissent au doigt et à l'œil. Et cet endroit peut malheureusement, si le travail n'est pas fait correctement, peut se transformer en loge au travers des hublots de laquelle le pilote verra au ralenti la tragédie venir vers lui. C'est ce qui s'est passé ce 31 octobre 1979 quand un avion de type DC-10 s'est écrasé. Alors le crash est de type CFIT, ça signifie vol contrôlé vers le terrain. Ça veut dire que les pilotes n'ont pas perdu le contrôle de l'avion, mais eux-mêmes l'ont contrôlé jusqu'à aller vers le terrain. Et malheureusement, on va trouver tous les ingrédients. C'est un cas d'école dont je vais vous parler aujourd'hui. Tous les ingrédients se trouvent. Alors au départ, on a un vol qui démarre de LA, de Los Angeles, pour aller vers l'aéroport de Mexico. Départ du vol, 1h du matin. Heure prévue d'arrivée, un peu avant 6h du matin. Alors, on peut dire ce qu'on veut. L'humain ne va pas délivrer le meilleur de lui-même durant cette tranche horaire. Je ne cherche pas à dire que tous les avions qui volent vers ces heures-là s'écrasent, mais il faut savoir que vers ces heures-là, on est dans une situation sous-optimale par rapport au rythme circadien du corps humain. Alors, continuons. Il y a 78 passagers à son bord, enfin 78 personnes en tout, entre membres d'équipage et passagers. Beaucoup de passagers trouvent un certain intérêt dans ce genre de vol, tout simplement. Ça permet d'économiser une nuit d'hôtel, mais au-delà de la nuit d'hôtel, ça permet aussi d'économiser du temps. Ça veut dire, au lieu de perdre une journée à voyager, ben on perd une nuit à voyager, puis le lendemain, on repart à zéro dans un nouveau pays avec une nouvelle aventure. Alors, là, je disais que l'aventure a commencé à 1h du matin. Le vol décolle de LA, c'est un DC-10, je disais. Et le DC-10, en ces temps-là, commençait déjà à avoir mauvaise réputation. Mais vous allez voir que cet accident, cette catastrophe si jointe, n'a rien à voir avec le DC-10. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, un peu avant 6h du matin, les pilotes s'annoncent à l'approche sur l'aéroport de Mexico. Alors l'aéroport de Mexico se trouve en altitude et il est entouré de montagnes. Ce jour-là, il y avait deux choses. Le vent était nul, du brouillard s'était accumulé, extrêmement dense, mélangé à la pollution éternelle de cette ville. La visibilité, selon certains observateurs au sol, était de 0, extrêmement faible. La météo annonçait, les services de météo de l'aéroport de Mexico annonçaient une visite de l'ordre de 2000 à 3000 mètres selon les directions. Mais on se demande où le météorologue a vu 3000 mètres ou 2000 mètres. Certaines personnes disaient qu'il n'y avait même pas 50 mètres. En tout cas, il y avait un autre problème. Donc on parle déjà, il fait tard, les gens sont fatigués, on a un brouillard à couper au couteau, on a des services météo qui annoncent, comme souvent, qui va annoncer une visite un peu trop optimiste, mais on a encore autre chose. Cette autre chose, c'est une confusion qui va régner au sujet des pistes. L'aéroport de Mexico a deux pistes parallèles.
23. 23L, 23R. 23 gauche, 23 droite. Ok. Les pistes 23. Elles sont parallèles. Alors, comme elles sont parallèles et proches les unes des autres, les autorités aéroportuaires, et on les comprend, n'ont pas vu de raison impérieuse pour installer des systèmes ILS d'approche aux instruments sur chacune des pistes. Ça n'a pas de sens. Le système ILS est un système qui opère un peu comme un rail électronique sur lequel un avion peut se fixer et avoir un contrôle ou avoir un guidage latéral et un guidage vertical. Donc l'avion descend le long d'un faisceau électromagnétique qui ressemble un peu à un entonnoir, et puis il va arriver jusqu'à la piste. Comme les deux pistes sont parallèles, il n'a pas été jugé utile d'installer un ILS sur les deux. L'aéroport de Mexico avait installé un ILS sur la piste 23 gauche seulement. La 23 droite n'avait pas d'ILS. De toute façon, on les comprend. Imaginons qu'un vent puissant souffle, par exemple souffle du sud, et que ce vent, finalement, fournisse un vent de travers tellement fort que les avions ne puissent pas atterrir sur la 23 gauche, ben, ils ne pourront pas atterrir sur la 23 droite. Parce que c'est une piste parallèle, donc elle va être soumise exactement au même vent. Ok. Et un autre problème. La piste 23 gauche était fermée pour maintenance. Et la piste 23 droite était ouverte. Alors, quand on fait les services ATC, les services de contrôle aérien, ils demandaient, durant les jours précédant cet accident, ils ont suggéré aux pilotes de faire ceci. D'approcher avec l'ILS de la piste 23 gauche, qui lui fonctionnait, bien sûr, et lui n'était pas en maintenance, c'est la piste qui était en maintenance. Donc, ils leur ont dit de faire des approches, ils ont dit aux pilotes en général de faire des approches en utilisant l'ILS de la piste 23 gauche, et une fois qu'ils percent sous les nuages et ils voient les pistes, et ils voient les installations, et ils voient l'aéroport, là visuellement ils dévient vers la piste 23 droite. Donc ils s'approchent sur une piste mais ils atterrissent sur l'autre. Très peu de pilotes sont familiers avec ce genre d'approche. Ce genre d'approche, on peut faire un cursus de pilote de ligne, examen inclus, jamais on en entend parler. Ce n'est pas courant dans la carrière d'un pilote d'approcher sur une piste et d'atterrir sur la piste parallèle. C'est extrêmement exceptionnel comme situation. Pour cette situation, les Mexicains n'avaient publié aucune carte, n'avaient publié aucune procédure. Juste ils avaient dit, bon, vous faites ça, puis c'est tout. Autre problème qui vient se rajouter. On va rajouter de la confusion dans la confusion. Écoutez celle-là. Lorsque les travaux qui allaient, en fait, c'était des travaux pour gratter la surface de la piste et la fixer. Il y avait des fissures et tout ça, mais rien de méchant. Mais il y avait une maintenance de la surface de la piste. Lorsque ces travaux avaient été annoncés, les services de contrôle aérien de l'aéroport de Mexico avaient publié ce qu'on appelle un NOTAM. C'est une alerte qu'on publie envers les navigateurs, envers les pilotes, pour leur dire que bon, il y a un souci quelque part. Si une balise s'arrête, on publie un NOTAM. Si une piste est fermée, on publie un NOTAM, etc. Donc tous les pilotes qui venaient à l'aéroport de Mexico depuis 15 jours avaient ce NOTAM dans leur dossier. Sauf que il y a eu une sorte de malentendu ou de déphasage, c'est-à-dire qu'on a dit au service de l'aéroport, on va commencer les travaux sur la piste 23L. Ceux-ci ont donc émis le NOTAM qui dit la piste 23L est fermée, mais en fait les travaux n'ont pas commencé. Ça signifie le jour où les travaux devaient commencer, ils n'avaient pas commencé. Que s'est-il passé donc? Voyant que les travaux n'avaient pas commencé, les services de la tour de contrôle de l'aéroport de Mexico ont continué pendant 15 jours à faire atterrir les avions sur la piste 23 à gauche. Donc, les pilotes venaient à cet aéroport, avaient dans leur dossier que la piste était fermée, mais au moment où ils arrivaient à cette piste, on leur demandait d'y atterrir. Donc on est dans une normalisation de la déviance qu'on a vu à de nombreuses reprises. Donc c'est une situation déviante, c'est une situation qui ne doit pas exister, mais voilà, la piste est ouverte, elle fonctionne, l'ILS marche, je veux dire, de quoi tu te plains? Ok. Ces pilotes-là de ce vol Western Airlines 2605 avaient déjà atterri sur la piste 23 à gauche alors qu'elle était officiellement fermée. Donc ce jour-là,
quand ils préparent leur vol, et ils voient le NOTAM qui dit qu'elle est fermée, ce n'est pas un document qui va laisser dans leur mémoire une forte impression. Hein. Il ne va pas laisser sur eux une forte impression. Parce que de toute façon, oui, on sait, elle est officiellement fermée, mais tout le monde l'utilise. Ok. Autre problème. L'aéroport de Mexico, je disais, est entouré de montagnes. Quand on s'approche sur l'axe de la piste 23, ben celui qui a ceux qui ont créé l'approche, qui ont conçu l'approche, n'ont pas pu faire une longue approche parce que tout simplement elle finira dans les montagnes. Donc il faut faire quoi? Il faut faire un virage. Donc il faut venir, quand on vient par le nord, il faut arriver depuis le nord et faire un virage à droite pour intercepter l'axe de la piste, l'axe d'approche. Donc le prolongement de l'axe d'approche. Alors quand les pilotes interceptent l'axe de l'approche d'une piste, ils peuvent l'intercepter à 30 degrés, ils peuvent l'intercepter à 45 degrés, mais sachant que plus l'angle d'interception est grand, plus ça devient chaud. Quand vous rentrez dans une autoroute, l'axe qui vous ramène dans l'autoroute, il fait comment? Il vient avec un angle extrêmement faible et il va épouser doucement l'autoroute. Vous n'allez pas rentrer dans une autoroute à 90 degrés. D'accord? Il n'y a pas un stop et puis il y a une autoroute. C'est pareil dans l'aérien. Les pilotes n'interceptent pas un axe à 90 degrés. Parce que si on tente d'intercepter un axe à 90 degrés, que va-t-il se passer? L'avion est tellement rapide que le temps de commencer le virage, bam, l'avion est passé à travers l'axe. Plus l'angle est élevé, plus ça devient délicat, plus ça devient chaud à intercepter un axe. À 30 degrés, ça va. À 45, c'est un peu chaud. À 60, c'est très chaud. Et à 90 degrés, tu as toutes les chances de passer à travers. L'axe d'approche de la piste 23 de l'aéroport de Mexico, figurez-vous bien, il s'intercepte à 95 degrés. Ça veut dire que, et jusqu'à maintenant, ça c'est une carte de 2021, c'est une carte du 11 juin 2021 et ça n'a pas beaucoup changé depuis l'époque. Je vais vous la montrer à l'écran. Alors si vous regardez, l'avion arriverait donc au 140, il arriverait par le nord de la balise de Santa Lucia qui est un VOR. Donc il arrive au 140 et il doit tourner, n'est-ce pas? Il doit tourner pour aller au 235. Quand on arrive au 140 et on tourne à droite, de 90 degrés, on est au 230. Pour aller au 235, il faut tourner de 95 degrés. Donc c'est quand même assez chaud comme interception, même si la carte d'aujourd'hui, il y a un point qui est marqué là, D12. Ce point-là, n'est-ce pas, il est défini par le VOR de Mexico, il est défini au radial 0,45 et à 12 000 nautiques. C'est un point où on va dire aux pilotes, commencez à tourner là. Vous voyez, il y a ce point qui leur dit de commencer le virage. Parce que s'il n'y avait pas ce point pour leur dire où commencer le virage, eh ben à l'instant où ils verraient qu'ils commencent à intercepter l'axe de piste, ils n'ont même pas le temps de commencer à virer, qu'ils sont déjà de l'autre côté, qu'ils seraient déjà au sud de la piste. Problème avec le DC-10, c'est que le pilote automatique ne savait pas, et on ne va pas lui en vouloir, avait du mal à intercepter des ILS de cette manière-là. Ça veut dire que le pilote automatique, si on lui demandait d'intercepter une ILS à 90 degrés ou à 95 degrés comme ici, donc pratiquement l'ILS, techniquement parlant, il est presque derrière le pilote au moment de l'interception. Il faut faire un virage de plus de 90 degrés pour y aller. Le pilote automatique est incapable, sur le DC-10, de faire ce genre d'interception. Il a tendance à overshooter et passer de l'autre côté. Donc, le commandant de bord, une fois qu'il arrive au nord donc, de l'axe, il va faire quoi? Il désactive le pilote automatique et il prend l'appareil en manuel. Il n'a pas le choix. Il prend l'appareil en manuel et donc il va focaliser sur son approche et il va faire l'approche en manuel avec une visibilité de 0. On peut donc saluer la maîtrise de ce pilote, mais en même temps, il a toute son énergie mentale, il a toute son attention focalisée justement sur son approche. Il ne verra pas le reste. Le copilote assis à droite communique à de nombreuses reprises avec le contrôleur aérien
Et là, il y a une confusion qui va commencer à s'installer sur les pistes. Le contrôleur aérien, au départ, fait une erreur monumentale. Il va parler d'approche, il va autoriser une approche sur la piste 23, sans jamais dire 23 à gauche ou 23 à droite. Okay. Donc il va autoriser la piste 23. Par la suite, il va corriger, il va se rattraper, et par 4 fois, il va annoncer que l'atterrissage c'est sur la piste 23 droite, mais ceci ne semble pas tilter dans l'esprit de l'équipage. Le commandant de bord qui est en train de faire son approche à la main, à un moment donné, glisse un petit peu à gauche de son plan de descente. Il va glisser, pas de son plan de descente, il va glisser de son axe d'approche. Il va se retrouver un petit peu à la gauche de l'axe d'approche. Okay. Donc, il est en train de descendre, il sait qu'il est légèrement à gauche, mais c'est pas grave. Et on est toujours sur la piste 23 gauche. Okay. Quand il arrive vers les 600 pieds sol, il commence doucement à perdre le glide. Ça veut dire qu'il commence à descendre en dessous du plan de descente aussi. Ça veut dire qu'il commence un petit peu à atteindre ses limites. Pourquoi? Parce que l'ILS est comme un entonnoir. Alors, plus on s'approche de la piste, plus il devient étroit dans le plan horizontal, mais aussi dans le plan vertical. Donc, pour piloter manuellement à l'ILS, plus on est proche de la piste, plus ça commence à devenir délicat. Ça veut dire que quand on est loin de la piste, il faudrait faire un écart assez grand pour que l'instrument glisse, montre qu'on est en train de sortir de l'axe, et on peut le rattraper assez facilement. Mais quand on est très proche de la piste, le moindre écart petit sur la trajectoire va donner un grand écart au niveau de l'instrument. Ok? Donc, au moment où on est à 660 pieds, il est à 120 pieds sur le plan de descente. Et il commence même à avoir une alarme qui vous dit glide slope. Glide slope, c'est une alarme vocale qui dit glide slope, et c'est assez casse-pied dans un cockpit. Ça veut dire que tu es en dessous de ton glide slope. Alors, ça peut arriver de temps en temps à des pilotes, surtout sur des approches un peu mouvementées et tout ça, de passer légèrement en dessous du glide slope et entendre cette alarme. Mais visuellement, ils voient ce qui est en train de se passer, ils voient à travers leur hublot où ils sont. Là, ils sont dans le brouillard complet avec une visite zéro. Donc là, ça donne une autre dimension à l'alarme glide slope. Okay. À ce moment-là, le contrôleur aérien, dans sa tour de contrôle, voit les phares de l'avion se matérialiser dans le brouillard. Et là, il dit, mais il n'est pas en train de s'approcher sur la piste droite, il est en train de s'approcher sur la piste gauche. Le contrôleur aérien s'inquiète. Il se dit, mais à ce stade, ce DC-10 aurait déjà dû faire un virage et se mettre sur la piste droite. Or, à ce stade, en réalité, les pilotes ne voyaient ni la piste droite ni la piste gauche. Ils étaient dans la purée totale. Que fait le contrôleur aérien? Il prend son micro et il dit au pilote, vous êtes à gauche. Vous êtes à gauche. Ça veut dire, vous êtes en train de vous approcher sur la gauche. Le commandant de bord, il répond quoi? Au copilote, il dit, oui, je sais, I know. Mais lui, il réfère à quoi, le commandant de bord? Vu comme lorsqu'il est en train d'approcher sur l'axe de la piste 23 à gauche, il avait glissé un petit peu à gauche de celle-ci, il a pensé que le contrôleur aérien était en train de lui parler de ça. Il dit, oui, je sais que je suis un peu à gauche. Je sais que je suis un peu à gauche de l'axe. Mais il parlait de l'axe de la 23 gauche. Alors que le contrôleur veut dire, t'es sur la piste gauche, t'es pas sur la piste droite. Mais malgré tout, cette phrase du contrôleur va à ce moment-là susciter une interrogation chez l'équipage. Il continue à descendre, on est à 500 pieds, 400 pieds, il voit encore pas la piste, et il commence à s'interroger. Gauche, droite, là le doute les habite. Très souvent dans un CFIT, mes amis, il y a au moins quelqu'un qui exprime un doute sur la position de l'appareil. De nombreux rapports du NTSB et autres organismes disent que souvent dans le CVR, dans la boîte noire qui enregistre les conversations, d'un crash de type CFIT, il y a au moins quelqu'un dans le cockpit qui dit « Je ne sais pas où nous sommes, mais où sommes-nous » ou bien « Que fait l'avion ?» Des mots de cette nature-là. Là, les pilotes ont une hésitation.
ils veulent poser avec zéro visibilité, zéro plafond, en manuel. Ça n'a pas de sens. Et on se demande pourquoi le commandant de bord n'a pas réenclenché le pilote automatique une fois qu'il a capturé l'ILS. En tout cas, il continue à descendre. Que va-t-il se passer? À un moment donné, donc l'avion cabré, on approche comme ça, va soudainement toucher la piste. Assez brutalement, parce que la piste surgit, les pilotes sont en train de la chercher tout en descendant. Le copilote, qui normalement, son rôle est de lire à ce stade le radio altimètre, dire 100, 90, 70, il est censé égrener l'altitude. Aujourd'hui, il ne le ferait pas. Il y a une voie qui le fait. Dans les avions aujourd'hui modernes, il y a le radio altimètre. Il y a une voie qui est rattachée, qui va égrener les altitudes. Elle va dire 50, 40, 30, etc. Elle va les égrener. Donc là, c'est le copilote qui aurait dû faire ça. Il ne le fait pas. Le commandant de bord qui est focalisé sur son ILS est soudainement surpris par un grand boom. Bam! Que se passe-t-il? L'avion qui est en train d'approcher comme ça va taper soudainement, va taper sur la piste. Alors, il va taper avec une force de 2G et en fait, le train d'atterrissage principal droit est sur la piste et le train d'atterrissage gauche est en dehors de celle-ci, est dans le talus. Donc, il va faire un atterrissage très brutal. À cet instant, il voit quoi, les pilotes? Surgit dans le brouillard une benne, un camion benne rempli de terre. En fait, depuis la veille, l'équipement était en train de s'installer. Il y avait des grues, il y avait des rouleaux compresseurs, il y avait des pelleteuses, des camions, des véhicules de toutes sortes et des ouvriers qui étaient en train de s'installer sur la piste. Au moment où l'avion tape contre le sol, le commandant de bord lève les yeux et il voit devant lui un camion rempli de terre. Qu'est-ce qu'il fait? Mettez-vous à sa place. Prend les manettes des gaz, il les met à fond, il tire sur le manche dans l'espoir de rebondir, dans l'espoir de refaire une remise des gaz et repartir. Le copilote a presque envie, il y a une phrase qui est interrompue, hein, on l'entend quasiment pas dans le CVR que je vais vous faire écouter. Il lui dit de laisser tomber. Ça signifie que le copilote a presque envie de percuter le camion et de se dire voilà, c'est foutu. Le commandant pousse à fond les manettes des gaz, tire sur le manche, et à ce moment-là, le train d'atterrissage gauche de l'avion frappe la cabine du camion. Le conducteur du camion est tué sur le coup. Le train d'atterrissage est arraché. Une partie des volets sont arrachés. L'avion est assez amoché par ce contact sur un camion très lourd parce qu'il est rempli de terre. Et il va continuer à flotter. Il va continuer à flotter au-dessus de la piste sans jamais reprendre de l'altitude. Il est très cabré. La puissance des moteurs augmente, l'aile gauche est un peu amochée, le train d'atterrissage gauche est manquant, et l'avion n'arrive pas à prendre de l'altitude, il va hésiter à prendre de l'altitude, et là, il va foncer au-dessus de la piste pendant 1500 mètres, 1,5 km. Et 1 km, au point 1,5 km après le premier contact, il va taper contre une grue, pas une grue, une pelleteuse qui lui donnera le coup fatal. Cette pelleteuse va déchirer l'avion en partie et en fait à ce moment-là, il va s'incliner, il va partir à droite. Donc l'avion va s'incliner à droite et il va continuer comme ceci incliné. L'aile va commencer à toucher le sol, va commencer à gratter contre le sol et puis après l'avion finit contre des hangars. Il explose, il blesse beaucoup de personnes au sol, il y a une trentaine de blessés au sol, un mort, le conducteur du camion. Dans l'avion, il y a 72 morts, il y a 17 personnes qui ont eu la vie sauve, dont 2-3 qui n'ont rien eu, qui étaient indemnes, mais il y a quand même 72 morts, y compris les pilotes.
Donc, ce crash, on va retrouver pratiquement tous les classiques du CFIT. Ce crash arrive en 79. En 79, au mois de mai, il y a eu le American Airlines 191. American Airlines 191 à Chicago, c'était un DC-10. Le réacteur arraché, rappelez-vous. Le réacteur arraché, c'était pas la faute d'un DC-10. C'était la faute des services de maintenance qui avaient violenté ce réacteur. Les pilotes mettent les gaz, le réacteur s'arrache, passe par-dessus l'aile, détruit les slots, les becs de bord d'attaque, détruit des circuits hydrauliques, l'aile gauche décroche, l'avion se retrouve sur la tranche et il tombe un petit peu en dehors du périmètre de l'aéroport, tuant tout le monde. Un bilan assez catastrophique, on n'était pas très loin des 300 morts. Si on regarde en novembre, il y a eu l'accident du Mont Erebus, l'accident du Air New Zealand, qui était aussi un DC-10, parti explorer, parti avec des passagers qui étaient là pour prendre des photos et visiter l'Antarctique. Erreur de navigation, erreur de communication avec la compagnie, mauvaise donnée rentrée dans le système de navigation. Les pilotes cherchent le Mont Erebus, le voient pas, il y a des nuages devant eux, le ciel est blanc, le sol est blanc, tout est blanc. L'horizon est blanc et ce qu'il y a devant eux, c'est un mur blanc et c'est le Mont Erebus qu'ils ne voient pas. Blanc sur blanc, on ne voit rien. Paf, ils se prennent le Mont Erebus et ils tuent tout le monde. Aussi, un accident horrible, c'était un DC-10. Mois d'octobre, celui-là, le 2605, Western Airlines, DC-10, Mexico. Ce n'était pas non plus la faute du DC-10. Mais voilà, on a entre ces trois crashs, on a plusieurs centaines de morts, on a des centaines de morts toujours dans le même type d'avion. Donc, au bout d'un moment, les gens commencent à développer certaines superstitions. Vous voyez? Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous faire écouter, je ne vous conseille pas l'écoute pour être honnête. Je vais vous faire écouter le CVR, illustrant les dernières secondes donc de ce vol. C'est une écoute assez difficile, je vous la déconseille pas. Si vous êtes âme sensible, je vous conseille d'arrêter cette vidéo ici. Vous allez voir, vous allez entendre le CVR et le CVR, on va entendre les pilotes parler dans les dernières secondes avant qu'ils ne voient le camion. Après ils voient le camion, il y a un bruit où ils vont se prendre donc ce camion là. Et puis après, celui qui va crier, c'est le commandant de bord. Quand il réalise que c'est fini, quand il réalise que le hublot est incliné de 90 degrés, enfin le sol est incliné de 90 degrés, et qu'il a perdu le contrôle de l'avion, qu'il ne lui répond pas, et que la prochaine étape va être malheureusement le désastre aérien qui est en train de se dérouler sous ses yeux, et il est en première loge pour le voir. Il va donc crier, et puis après le crash va ramener cette voix au silence. Voilà mes amis, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là et on se retrouve dans d'autres aventures. À très bientôt. No, this is approaching the goddamn